Je coupe le micro. Allez, ouais, je coupe vos micros. Ah, Et ça y est, j'ai trouvé. si vous avez une question, du coup, je préfère que vous le notiez dans la conversation. Comme ça ne coupe pas le débat. Hop. Voilà, donc, normalement, j'entends plus la série de la personne qui avait sa télé allumée. Salut, Jules. Alors, donc ce soir, on aborde les thèmes du périnée et du transverse dans la pratique du Pilate et surtout dans la vie quotidienne. Parce que je me rends compte que bon, quand on fait le Pilate, il y a des petites questions que les gens me posent en direct, mais du coup, j'arrive assez facilement à y répondre tout de suite. Alors que dans la vie quotidienne, c'est assez courant que vous ayez des questions et que parfois, voire souvent, vous n'ayez pas forcément les réponses en face. Donc, je me suis dit que c'était sympa de faire cette petite réunion pour pouvoir débriefer un petit peu de tout ça. Donc, juste pour remettre un petit peu les choses en place, je vais vous faire une petite partie anatomie. Je vais essayer de faire ça le plus court possible. Donc, je vais partager mon écran. Et comme ça, vous allez voir. Donc, on va attaquer par l'anatomie du périnée d'abord. Donc, n'ayez pas peur de l'image. Donc, voilà votre périnée, mesdames, messieurs. C'est un petit peu différent, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, votre périnée, c'est un ensemble de muscles qui est, je vais faire comme ça, vous voyez la flèche, qui est situé dans ce qu'on appelle le petit bassin. Donc, au niveau de l'avant, à l'avant de votre périnée, vous avez le pubis. Donc, la symphyse pubienne, c'est l'os qu'on peut toucher sur l'avant. À l'arrière, vous avez le coccyx, donc vraiment le bout du bout de la colonne vertébrale. Et sur les deux côtés, vous avez les ischions. Donc, les ischions, c'est ce qu'on sent quand vous êtes assis. Des fois, on vous dit, ah, t'as les fesses, enfin, quand on était petit, on nous disait, ah, t'as les fesses pointues. Là, c'est les deux petits os qu'on sent quand on tâte sous les fesses. Donc, votre périnée, il est compris entre ces quatre os. En général, on délimite le périnée postérieur. Donc, on tire une ligne droite, en fait, entre les deux ischions. Et on a un triangle qui fait le périnée postérieur, où dedans, vous avez l'anus. Et le périnée antérieur, où par rapport à cette ligne droite qu'on tire entre les deux ischions, bah, c'est de cette ligne droite jusqu'au pubis, où du coup, chez les femmes, on retrouve le vagin et encore à l'avant, l'urètre. Donc, quand on regarde sur une coupe, on fait... je vais trop. Quand on regarde, j'ai perdu mon périnée. Quand on regarde sur une coupe de profil, on voit bien que le périnée, en fait, il fait un espèce de hamac, avec ici votre coccyx, à l'avant votre pubis. Un peu, hop. Et au milieu, du coup, vous avez votre grosse partie musculaire, votre ensemble de muscles avec le rectum qui en sort, le vagin et l'urètre. Pour les hommes, rapidement, la seule chose qui va changer, ça va être qu'il y a un orifice en moins. Donc, vous avez toujours l'anus, il est toujours compris entre nos quatre muscles, nos quatre os, pardon, les ischions, le pubis, le coccyx, avec l'anus et l'urètre. Donc ici, chez les femmes, vous avez l'urètre et le vagin. Ici, vous avez la verge avec l'urètre. Donc ça, c'est l'anatomie du périnée. Et maintenant, je vais juste vous montrer l'anatomie au niveau du transverse. Tac. Donc ici, on est un petit peu plus haut, du coup. On est au-dessus de notre bassin. Donc vous avez sur la partie superficielle de vos abdominaux, ici les grands droits. C'est les muscles les plus superficiels, les muscles abdominaux les plus superficiels. Dessous, vous avez les obliques internes et externes, ou petits et grands obliques. Et encore dessous, on a notre transverse. Donc c'est celui qui est ici, qui a les fibres qui sont toutes horizontales. Et donc du coup, on comprend vraiment ici que le muscle transverse, quand il se resserre, bah, c'est lui qui vient resserrer la taille
de notre abdomen. Voilà pour la petite partie anatomie. Donc maintenant, je vais passer sur les questions que j'ai reçues. Tac. Alors, au niveau des questions, j'en ai eu qui concernaient plutôt le ventre, j'en ai eu d'autres qui concernaient plutôt le périnée. Au niveau du ventre déjà. La première question, c'est « Ça fait un mois que je fais des abdos tous les matins dans l'espoir de perdre du ventre, mais ça ne change pas grand-chose. Pourquoi ?» Alors, la personne qui m'a posé cette question ne me dit pas quel genre d'abdos elle fait, parce qu'il y a plein de manières différentes de travailler les abdominaux. Si cette personne, elle fait des crunchs, donc les crunchs, c'est le fait de rapprocher la partie thoracique du bassin. Donc, c'est vraiment le fait de faire ce genre d'exercice-là. En fait, là, vous êtes en train de travailler vos grands droits. Donc, je vous rappelle, sur l'anatomie, c'était ceux qui étaient les plus superficiels. Quand on travaille cet exercice-là, vous n'allez pas perdre du ventre. Au contraire, vous allez venir repousser le ventre encore plus sur l'extérieur. Puisque quand on travaille les grands droits, quand ils se contractent, ils se bombent. Donc, du coup, on voit bien que quand un muscle se bombe, bah forcément, il prend du volume, donc ça pousse le ventre vers l'extérieur. Si c'est une personne qui travaille bien ses abdominaux, qui fait un travail essentiellement sur le transverse, il faut savoir qu'on ne peut pas cibler une zone dans une perte de poids, on ne peut pas espérer perdre justement que du ventre. Si on enclenche une perte de poids, on va forcément perdre de partout. On ne pourra pas perdre que d'un endroit seulement. Le fait de venir engager son transverse en espérant perdre du poids, ça ne va pas non plus faire diminuer la graisse abdominale, la graisse viscérale. Ça va simplement venir gainer un petit peu plus l'abdomen. Et donc, du coup, ça va permettre de tonifier vraiment au niveau de cet abdomen. Mais il n'y aura pas une perte de graisse, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, le fait de faire des abdos tous les matins, ce n'est pas forcément la bonne solution pour perdre du ventre. Vous pouvez tonifier, mais vous ne pouvez pas perdre de la graisse viscérale, en tout cas, de la graisse abdominale. Pardon. Ensuite, j'ai quand même beaucoup plus eu des questions sur le périnée. Si, j'ai eu une question qui concerne là aussi le transverse, c'est peut-on engager le transverse sans engager le périnée? Donc, ce qu'il faut savoir quand on engage le transverse sans avoir engagé le périnée avant, c'est qu'au niveau de votre abdomen, ça fait comme un tube de dentifrice. Vous prenez un tube de dentifrice qui est plein et vous appuyez au milieu. Vous avez de la pression qui part en haut et de la pression qui part en bas. Sur un transverse et un périnée, c'est exactement la même chose. Si vous engagez votre transverse, vous avez de la pression qui part vers le bas. Et donc, du coup, vous ne pouvez plus ensuite engager votre transverse et ça met de la pression sur le périnée. Donc, du coup, il vaut mieux attaquer par engager le périnée, puis engager votre transverse. Là, vous allez protéger votre périnée et vous ferez un travail qui est logique et qui est physiologique. Ensuite, j'en ai eu une par rapport au ventre aussi, d'une future maman qui me demandait « Est-ce que je peux faire des abdos pendant ma grossesse ?» Parce que je ne veux pas prendre trop de ventre. Là, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Alors, pendant la grossesse, on évite tout ce qui est exercice de raccourcissement, forcément, au niveau des grands droits. Donc, on évite tout ce qui est exercice de crunch, de sit-up, de choses comme ça. Tout simplement parce qu'il y a déjà bien assez de pression sur le ventre à ce moment-là pour ne pas encore en rajouter. En plus, c'est le genre d'exercice du coup qui pousse un maximum sur le périnée. Donc déjà que le périnée est malmené par le poids du bébé, le poids des viscères, etc. Vous avez encore moins de raisons de travailler ce genre d'exercice. Par contre, vous pouvez très bien travailler aussi votre transverse quand vous êtes enceinte. Donc, c'est-à-dire de rentrer le nombril au maximum en espérant faire, si vous êtes par exemple à 4 pattes, le but, ça va être de faire remonter votre ventre pour engager votre transverse. C'est le meilleur moyen de venir travailler vos abdominaux. Après, si c'est vraiment dans une optique de ne pas prendre de ventre,
j'ai envie de dire que de toute façon, vous êtes enceinte. Donc, indéniablement, vous allez prendre du ventre. Par contre, vous pouvez venir travailler le transverse pour après le postpartum, pour que la récupération abdominale soit plus facile et soit plus rapide. En engageant toujours votre transverse. Alors ensuite, au niveau périnée du coup. J'ai eu la question d'une dame par rapport à la piscine. Quand je reste un bon moment dans l'eau, donc soit dans une piscine, soit dans un bain, quand je sors du bain, de l'eau s'écoule de mon vagin. Je crois. À quoi c'est dû? Alors, c'est dû à, je pense en tout cas, c'est dû à une faiblesse périnéale. Le fait que vous ayez de l'eau qui s'écoule, ça veut dire que de l'eau est rentrée. Et donc, ça veut dire que pendant que vous étiez dans l'eau, vous avez dû avoir une entrée d'eau parce que le périnée n'est pas forcément refermé complètement. Et donc, du coup, au moment où vous sortez de l'eau, comme vous êtes en position debout en général, forcément, l'eau, elle va couler de votre vagin. C'est simplement le fait que, du coup, le périnée est trop faible. Personne qui veut venir. Le périnée n'est pas suffisamment fort, en tout cas, et du coup, il y a une petite ouverture qui reste tout le temps. Et donc, du coup, dès que vous êtes dans l'eau, il y a de l'eau qui s'infiltre à ce moment-là. Et quand vous ressortez de l'eau, ça coule. J'ai des fuites urinaires quand je prends un fou rire. Est-ce que c'est grave? Alors, la gravité, on va dire, dépend de chaque personne. Ça dépend si la personne pense que c'est grave ou pas. Moi, mon conseil, c'est de ne surtout pas garder des fuites urinaires, quelle que soit la situation, que vous soyez en train de rire, que vous soyez en train de tousser, que vous soyez en train d'éternuer. Un périnée qui est trop faible, vous avez des fuites urinaires, c'est un périnée qui doit être pris en charge. Vous devez consulter pour absolument régler ce problème. Parce qu'au départ, c'est des fuites urinaires. Ça peut rester des fuites urinaires pendant très longtemps, mais ça peut aussi se transformer assez rapidement en prolapsus, donc en descente d'organes, ou en fuite ou en incontinence plutôt fécale. Et du coup, là, ça commence à devenir vraiment handicapant. Donc, si vous avez des fuites urinaires, dans tous les cas, consultez, allez voir votre médecin, dites-lui que vous avez des fuites urinaires. Si c'est un médecin qui est un peu borné, qui vous dit, pour l'instant, il n'y a rien de grave, insistez. Et si vraiment c'est un médecin qui ne veut pas, allez voir, vous, de votre côté, une sage-femme, faites au moins un bilan, sage-femme ou kiné d'ailleurs. Faites au moins un bilan, voir ce qu'il en est. Si en une consultation, la personne, le professionnel de santé peut vous donner un ou deux exercices à faire, voir si ça règle le problème ou pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, ne restez pas avec des fuites urinaires. Même si vous vous dites que maintenant, de toute façon, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans que vous avez des fuites urinaires, ne restez pas avec des fuites urinaires. On peut faire une rééducation à n'importe quel moment de la vie, pour n'importe quel problème. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 88 ans, vous pouvez faire une rééducation périnéale n'importe quand. On peut aller voir une sage-femme à 50 ans, tout à fait. On peut tout à fait aller voir une sage-femme à 50 ans. Comme vous pouvez aussi aller voir une sage-femme en début de grossesse pour savoir où vous en êtes. Comme vous pouvez aller voir une sage-femme à 80 ans parce que vous en avez marre de passer tout votre budget dans les couches et dans les serviettes hygiéniques. La serviette hygiénique, ce n'est pas un traitement. C'est vraiment là pour, on va dire vraiment pour les cas où, et je ne suis absolument pas pro serviette hygiénique pour les fuites urinaires. C'est tellement plus facile d'aller consulter et de régler le problème anatomique, physiologique avec une rééducation. Au moins, vous êtes débarrassé, vous ne passez pas votre argent là-dedans et vous êtes quand même plus à l'aise au moment où vous piquez un fou rire avec les copains ou les copines. Ensuite, du coup, là, c'était aussi par rapport aux fuites. À quel âge doit-on faire la rééducation? Ça, c'est répondu aussi. J'ai 38 ans et il m'arrive d'avoir des fuites urinaires quand je fais du trampoline avec mes enfants. Ah oui, ça j'ai souvent. En général, on commence à me dire ça. J'ai des fuites urinaires quand je fais du sport, quand je tousse, tout ça, quand je rigole. Mais pourtant, j'ai fait ma rééducation périnéale après ma dernière grossesse. D'accord? Et votre rééducation périnéale, elle date de quand?
Ah, ben, mon dernier, il a 20 ans, donc ça fait bien 20 ans. D'accord. Et entre-temps, est-ce que vous avez travaillé votre périnée? Ah ben non, pas du tout. Le périnée, c'est un ensemble de muscles. Donc, c'est comme n'importe quel muscle que vous ne travaillez pas. C'est un muscle qui va se relâcher, c'est un muscle qui va s'affaiblir. Et du coup, peu importe que vous ayez fait une rééducation ou pas, même si, bien évidemment, c'est mieux de faire une rééducation, si pendant 20 ans, vous n'avez pas travaillé votre périnée, indéniablement, vous avez le périnée qui va s'affaiblir et qui va se relâcher. J'en profite pour préciser aussi par rapport aux femmes ménopausées. Quand vous arrivez à la ménopause, vous avez une chute d'hormones qui engendre, parmi d'autres choses, un affaiblissement justement au niveau musculaire. Vous avez les muscles qui se relâchent. Et donc, du coup, forcément aussi, votre périnée, il en prend un coup. Et donc, à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant d'aller faire un bilan auprès d'une sage-femme ou d'une kiné pour justement voir où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un relâchement ou pas? S'il y a un relâchement, eh bien, vous faites une petite rééducation, vous n'êtes même pas obligé de faire 10 séances. Si ça se trouve, elle va vous dire que 3-4 séances, ça va largement suffire pour résoudre les problèmes. Mais en tout cas, restez pas encore une fois avec un périnée qui vous sentez qui se relâche et où vous commencez à avoir des petits désagréments qui ne sont pas sympas du tout. Et consulter. C'est un peu mon maître mot ce soir, ça va être de consulter. N'allez pas consulter une prof de pilates, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous parce que nous ne pouvant pas aller examiner tout ça et n'étant absolument pas formée à ça, je pourrais éventuellement vous dire de travailler un petit peu votre périnée en faisant quelques exercices. Mais si ça se trouve, le problème est inverse. Si ça se trouve, vous avez un périnée qui est trop fort, qui est hypertonique, plutôt qu'un périnée hypotonique. En général, on pense souvent quand on a des fuites urinaires, c'est parce qu'on a un périnée qui est trop faible. Et on peut aussi avoir des fuites urinaires parce qu'on a un périnée qui est trop fort. Si vous avez un périnée qui est trop fort, qui est toujours très contracté, au moment où vous allez faire un effort supplémentaire, vous allez mettre une pression supplémentaire du coup sur le périnée, mais vu qu'il est toujours contracté, il est toujours au maximum de sa contraction, au moment où vous faites un effort supplémentaire, ben, du coup, votre périnée, il est plus capable de serrer encore plus. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir des fuites aussi. Donc, vous pouvez consulter parce que vous avez un périnée trop faible, mais vous pouvez consulter aussi parce que vous avez un périnée trop fort, qui est hypertonique, on appelle ça. Voilà. Alors là, j'ai quelques questions aussi par rapport à la grossesse et le postpartum. Non, j'ai des questions sur le postpartum plutôt. J'ai accouché il y a 1 mois et j'ai une course 5 km trail au mois d'août que je veux absolument faire. Est-ce que je peux? Et si oui, est-ce qu'il y a des astuces pour préserver mon périnée? Alors, si elle a accouché il y a 1 mois, c'est que c'était au mois de mai. Donc, mai, juin, juillet, août, ça fait qu'elle sera 3 mois postpartum, cette dame. Clairement, pour faire de la course à pied, je pense que c'est bien trop tôt. Elle ne dit pas non plus si elle va faire une rééducation. J'espère qu'elle va en faire une. Mais en tout cas, pour moi, attaquer la course à 3 mois postpartum et en plus du trail, c'est très optimiste et c'est vraiment pas conseillé pour le périnée, ni pour les abdominaux d'ailleurs, parce qu'il va y avoir beaucoup trop de pression d'un coup, le périnée et les abdominaux ne tiendront pas la charge. Et du coup, ça peut être le genre de situation qui rend les choses bien compliquées derrière. Donc pour moi, je dis non. Après, si cette personne voit une sage-femme ou un kiné et qui lui donne le feu vert, ben, go. Mais pour moi, pour moi, c'est non. Ensuite, à partir de quand je peux reprendre les séances intensives post-accouchement? Alors déjà, à partir du moment où la rééducation est faite, à partir du moment aussi où la sage-femme ou le kiné a donné son feu vert, sachant que de toute façon, pour moi, c'est hyper progressif. On ne reprend pas une activité physique en postpartum comme on a pu faire juste avant la grossesse. À partir du moment où on remet à nouveau des impacts, où on remet des charges, du poids,
Il faut vraiment y aller très progressif, il faut se tester, il faut vraiment voir comment réagissent les abdos et le périnée sur ce genre de pratique. Donc ça, c'est vraiment au ressenti. Et pour moi, de toute façon, c'est pas avant 6 mois postpartum au minimum. J'ai eu une césarienne et mon gynéco ne m'a pas prescrit de rééduc. Dois-je en faire une quand même? Alors, je pars du principe que même avec une césarienne, même s'il n'y a pas eu d'accouchement par voie basse, vous avez quand même porté un bébé pendant 9 mois, sachant qu'en moyenne, vous avez 9 kg de plus, qui sont quand même directement sur votre périnée, qui distendent quand même fortement vos abdominaux. Donc là encore, je conseille au minimum un bilan chez une sage-femme ou chez un kiné. Au moins un bilan périnéal et abdominal. S'il y a besoin de faire une réduc, elle vous le dira. Après, moi, j'irais presque voir mon médecin traitant et faire le forcing un peu en lui disant même si j'ai accouché par césarienne, j'ai quand même besoin d'une réduc parce que au pire, vous inventez des choses. Hein. Vous dites que vous avez une lourdeur, vous dites que vous avez des fuites, peu importe. Mais trouver le moyen d'aller faire au moins un bilan, voir comment ça se passe là-bas en dessous et voir faire une réduc complète derrière. Alors, je suis à 4 mois de grossesse, c'est ma première grossesse et je sens des lourdeurs au niveau du bas-ventre. De plus, j'ai des fuites de temps en temps. Est-ce normal? Alors non, ce n'est pas normal non plus. Il n'y a rien de normal, peu importe les circonstances d'avoir des fuites urinaires ou d'avoir des lourdeurs. Là encore, je te conseille en général, quand tu es enceinte, tu as quand même un suivi avec ta sage-femme tous les mois. Donc je te conseille là aussi, je conseille à la personne un bilan à ce moment-là au niveau du périnée, lui demander s'il y a des exercices à faire, s'il y a des choses à faire pour justement renforcer un petit peu ce périnée avant l'accouchement. Parce qu'un périnée qui est trop faible pendant l'accouchement, ça peut aussi être un périnée qui est bien abîmé pendant l'accouchement. Et donc, du coup, je conseillerais là encore de demander au moins un bilan et de faire ce qu'il faut avant l'accouchement. Vous pouvez très bien commencer une rééducation périnéale avant l'accouchement. C'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai des douleurs lors de rapports sexuels et j'ai l'impression que ça empire. J'ai de moins en moins envie et de plus en plus mal. Je ne sais plus quoi faire. Alors, effectivement, ça peut arriver. Là encore, consulter. C'est pas normal, c'est largement modifiable, c'est réversible des douleurs. Donc allez consulter, ça peut être dû à un périnée hypotonique, ça peut être dû à un périnée hypertonique, là aussi, l'un ou l'autre. Sachant que des douleurs pendant un rapport sexuel, ça n'a jamais été normal. Et là non plus, il ne faut vraiment pas hésiter, même si vous n'osez pas, même si c'est un sujet que vous avez du mal à aborder. Une sage-femme, c'est quand même une dame ou un homme d'ailleurs, qui parle que de ça toute la journée. C'est quelqu'un qui en voit tous les jours. Donc n'hésitez pas, elle est faite pour ça. Et au pire, si vous vous cassez le nez sur la porte d'une sage-femme qui n'est pas à l'écoute, et ben, allez frapper à une autre porte. Et essayez vraiment de trouver des réponses à vos questions et à vos douleurs, parce que clairement, vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous avez votre couple qui va en pâtir et du coup, c'est pas vivable. Du coup, comment ça se fait qu'on doit attendre 8 semaines après l'accouchement pour faire la rééducation? Alors ça, c'est une question plutôt de chute d'hormones. Il faut que le corps se remette un petit peu aussi de ses émotions déjà de l'accouchement. Déjà, il y a un mois où vous avez des pertes de sang et où là, clairement, tout est en train de se remettre en place. Donc, du coup, c'est pas logique de commencer une réduc à ce moment-là. Et en fait, vous avez plusieurs hormones que vous créez pendant la grossesse.
qui sont très utiles pendant l'accouchement. Et après, vous l'avez encore pendant plusieurs semaines après votre accouchement. Et en général, c'est souvent par rapport à la relaxine. Et la relaxine, on dit que si on n'allait pas, le taux de relaxine, alors il me semble, là c'est des souvenirs, j'ai plus les données exactes, mais il me semble que justement la relaxine diminue petit à petit jusqu'à 8 semaines, et c'est à partir de 8 semaines, quand vous n'allaitez pas, que du coup vous retrouvez la pleine capacité de vos contractions musculaires et tout ça. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont établi, je pense, les 8 semaines postpartum pour attaquer la rééducation. Et c'est vraiment un côté hormonal et un côté où il faut attendre ce laps de temps-là pour que le corps soit prêt à se remettre en route comme il faut. Et du coup, si on allait, on devrait attendre plus. Non plus, parce que là aussi, le corps est bien fait. Et du coup, même si vous êtes encore sous relaxine quand vous allaitez, vous en avez... Enfin, comment expliquer ça? Vous en avez plus suffisamment. C'est pas la relaxine à ce moment-là qui va vous empêcher d'avoir les bonnes contractions musculaires. Quand on n'allait pas, on n'en a plus, voire quasiment plus, je ne me souviens plus. Mais quand on en a, on fait encore avec pendant longtemps. Mais il faut quand même rester dans l'écoute de soi plus quand on allait que quand on n'allait pas. Puisque, en général, quand on allait, on dit aussi qu'il faut repousser les reprises de sport avec impact et avec charge. Si vous allaitez encore après 6 mois postpartum, je déconseille aussi de reprendre les sports à impact parce que vous avez encore un petit peu de relaxine qui est présente dans votre circulation sanguine. Et du coup, ça garde quand même une souplesse un peu plus importante de vos muscles. Et donc, du coup, vous pouvez revenir travailler comme il faut les muscles, mais il faut faire attention à ne pas trop forcer dessus non plus. Pourras-tu nous parler de la descente d'organes? Quel est le lien avec le périnée? Alors, la descente d'organes, ou ce qu'on appelle aussi prolapsus, c'est le fait d'avoir soit le rectum qui descend, soit le vagin pour les femmes qui descend, parce qu'il peut y avoir des descentes d'organes chez les hommes aussi, soit la vessie qui descend. Le lien avec le périnée, c'est tout simplement que vous avez un périnée qui n'est pas suffisamment fort pour soutenir vos organes, et donc du coup, vous avez des organes là, qui descendent. Assez souvent chez la femme, c'est soit le rectum, soit la vessie qui descend en fait dans le conduit vaginal. Enfin, il ne descend pas dedans, mais vu qu'il y a un trou, c'est moi qui voulais dire ça, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais vu que vous avez une faiblesse, une faiblesse au niveau du périnée parce qu'il y a un orifice supplémentaire, vous pouvez avoir le rectum qui descend dans le conduit ou la vessie qui descend dans le conduit, et du coup c'est tout simplement parce que le périnée n'est pas suffisamment fort pour soutenir ces organes. Il y a différents noms des prolapsus. Vous avez la cystocèle, vous avez la rectocèle. Ça c'est un peu plus médical. Mais en tout cas, c'est pareil, une descente d'organes. Au départ, vous pouvez sentir simplement une lourdeur au niveau du bas-ventre. C'est parce que les organes commencent à descendre un petit peu. Et puis, ça peut aussi se finir à ce que vous ayez la vessie complètement au niveau du vagin. Et là, ça veut dire opération assez rapidement. Sachant que dans les prolapsus, vous avez différents stades. Ça va du stade 1 au stade 4. En général, le stade 1 et 2, c'est tout à fait réversible. Non, c'est pas réversible, parce qu'on ne peut pas revenir à l'origine, mais par contre, c'est tout à fait vivable en faisant justement une rééducation périnéale pour venir maintenir un petit peu tout ça. Après, au stade 3, ça commence à devenir un peu plus embêtant, il me semble. Et stade 4, ça veut dire opération, toute petite opération obligatoire pour remonter tous les organes. Voilà pour les prolapsus. Est-ce que le périnée doit être engagé tout le temps? Alors non, surtout pas. Un périnée, c'est un
un muscle qui doit être élastique. C'est un muscle qui doit être souple. Si vous avez un périnée qui est engagé tout le temps, ça veut dire que c'est un périnée qui est hypertonique. Un périnée qui n'est jamais travaillé, jamais engagé, c'est un périnée qui est hypotonique. Il faut vraiment trouver le juste milieu, le travailler de temps en temps, faire des petites manips où on engage le périnée, on engage le transverse plusieurs fois dans la journée. Quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes en train de vous brosser les dents, quand vous êtes sous votre douche, peu importe. Essayez de trouver un petit peu des moyens comme ça pour mettre un petit peu des automatismes. Trouvez-vous 1, 2, 3 mouvements moments dans la journée pour mettre ces automatismes-là où vous venez engager et le reste du temps, foutez la paire votre périnée. Vous n'avez pas besoin de l'engager toute la journée, tout le temps. Un périnée, ça doit rester, ça doit absorber les pressions abdominales et du coup, s'il est contracté tout le temps, c'est comme un trampoline qui est trop tendu. Si le trampoline il est trop tendu, trop serré, trop dur, il va craquer. Un périnée, c'est pareil. Il y a un trampoline qui est trop souple. C'est un trampoline où on vient s'enfoncer dedans. Le périnée, c'est pareil. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre. Et là encore, si vous avez besoin, si vous ne savez pas comment faire, allez consulter une sage-femme ou un kiné pour qu'il vous explique un petit peu ce qu'il faut faire et dans quelle mesure, si au contraire, il faudrait que vous relâchiez plus ou vous contractez plus. Incontinence fécale vont forcément avec incontinence urinaire, non plus. Vous pouvez avoir une incontinence urinaire sans incontinence fécale et vous pouvez avoir une incontinence fécale sans incontinence urinaire. Ça dépend vraiment des pressions qui ont été mises au cours de votre vie sur votre périnée. Les constipations chroniques, par exemple, c'est très mauvais pour un périnée. C'est le genre de circonstance où probablement il va y avoir un prolapsus derrière parce que à chaque fois que vous allez à la selle, vous poussez. Et du coup, ça met une pression très importante sur votre périnée. Et donc, du coup, forcément, le périnée, il n'aime pas et il vient se relâcher. Donc là aussi, essayez de voir avec une sage-femme, un kiné, si, à chaque fois je dis une et un, mais ça peut être une kiné aussi, hein, ou un sage-femme. Essayez de voir aussi s'ils ont des petites astuces, le petit tabouret aux toilettes par exemple pour surélever les jambes, pour avoir le conduit rectal plus en face des toilettes, boire suffisamment, manger ce qu'il faut, des fibres pour limiter au maximum la constipation chronique. Peut-être vous déstresser, peut-être faire un truc un peu plus psychologique parce que ça ne vient pas forcément de ce que vous mangez, ce que vous buvez. Voilà. Essayez vraiment de trouver aussi là une solution sur une constipation chronique pour que ça ne dure pas non plus dans le temps éternellement et que vous ayez aussi un petit peu des solutions pour vous faciliter les choses. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je crois que je suis arrivée un peu au bout de ce que j'ai eu, sachant que de toute façon, il reste 1 minute 50. Des petits exercices pendant la grossesse à faire. Là, ça dépasse aussi un petit peu mes compétences. Ce serait plus à voir avec une sage-femme parce qu'encore une fois, je ne sais pas l'état du périnée actuel. Et donc, du coup, par rapport au périnée, je ne veux pas m'engager là-dedans. C'est plus un bilan avec la sage-femme qui va devoir dire le périnée est hypertonique, donc il faut chercher à le relâcher, ou le périnée est plutôt hypotonique, il faut chercher à le tonifier un petit peu. Au niveau des abdos, ce que je vous ai dit, rentrez le nombril. Dans n'importe quelle position que vous soyez, essayez de rentrer le nombril quand vous soufflez et vous relâchez sur l'inspiration. C'est ce qui va vraiment permettre de venir travailler la sangle abdominale et ce qui vous permettra derrière, après l'accouchement, d'avoir un postpartum un petit peu plus facile et un peu moins long. Voilà. Le défi de la brosse à dents est-il faisable pendant la grossesse? Tout à fait. Vous pouvez faire le défi de la brosse à dents pendant la grossesse. Il n'y a pas de souci. Il reste moins d'1 minute, donc ça risque de couper à tout moment. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer soit sur ma page Facebook, soit sur mon mail. Et puis j'essaierai de vous répondre un petit peu plus personnellement, individuellement. En attendant, je vous souhaite bonne soirée. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, donc merci. Merci. Bonne soirée et puis prenez soin de votre périnée et de vos abdominaux.
À bientôt. Merci à vous.